Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles, mais bien sûr aujourd'hui c'est le 30 juin 2025, ça veut dire le 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2012 où le peuple égyptien a décidé de se débarrasser du pouvoir des frères musulmans et instaurer un pouvoir démocratique à partir de 2013. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed El-Sinansi, vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on va bien sûr présenter quelques nouvelles ou bien des reportages sur le 30 juin et puis vous allez faire votre commentaire. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité aujourd'hui le peuple égyptien à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin. Il a publié sur son compte de réseau social qu'il salue les efforts du peuple et qui s'est attaché à sa patrie pour préserver son identité et surmonter les difficultés. Je cite, « Aujourd'hui, nous poursuivons avec détermination la voie de l'édification, bâtissant l'avenir grâce à vos bras et à votre dévouement, œuvrant à concrétiser l'État moderne à la hauteur de l'Égypte et de sa position. Tout ce qui a été accompli est grâce à Dieu et le fruit de votre patience ainsi que votre foi inébranlable », a confirmé le président de la République sur son compte de réseau social. En même temps, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. Dans son allocution, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien à cette occasion glorieuse. El-Sisi a déclaré que la révolution du 30 juin est une épopée nationale qui a reflété la volonté et la détermination du peuple égyptien. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. Dans son allocution, le chef de l'État a déclaré que la révolution du 30 juin est une épopée nationale qui a incarné la volonté et la détermination du peuple. Il a ajouté que le peuple égyptien avait fait face au terrorisme pour redresser la trajectoire de l'État. Le président a indiqué que cette révolution marque l'avènement de la nouvelle République. Il a souligné que l'Égypte avait brisé les vagues de chaos grâce au courage des Égyptiens et avait affronté les défis intérieurs et extérieurs parallèlement à un développement global. En ce qui concerne les crises régionales, le président El-Sisi a déclaré que le Proche-Orient souffrait de guerre, appelant toutes les parties en conflit et la communauté internationale à entreprendre les mesures nécessaires en vue d'épargner au peuple de la région les conséquences de la destruction. Le président El-Sisi a souligné que la paix ne pourrait être créée par les bombardements et ne pourrait être imposée par la force, mais elle devait être basée sur l'équité et l'entente. Il a mis l'accent sur le fait que la poursuite de la guerre et de l'occupation allait alimenter la haine et la violence. El-Sisi a réitéré que la paix au Proche-Orient n'allait pas avoir lieu qu'à travers la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.
Le chef de l'État a souligné que la force de l'Égypte ne résidait pas dans ses armes, mais dans la conscience et l'unité de son peuple. Al-Sisi a salué l'âme des martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie et a rendu hommage aux forces armées et à la police, ainsi qu'à toutes les institutions de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. Alors voilà, c'est une fête pour les Égyptiens, une révolution qu'on appelle la volonté d'un peuple. Alors que votre commentaire sur la révolution du 30 juin, je rappelle que notre invité, c'est M. Ahmed El Nassef, consultant international en gestion et en économie. Je pense que, disons, le 29 juin, oui, on était dans un carrefour très très sérieux et très historique pour l'Égypte, hein, avec une histoire de 7000 ans. Donc vraiment, le 29, on était dans un carrefour très important. Les deux directions qu'on avait le choix, la première, c'était où on va devenir une théocratie, juste comme l'Iran aujourd'hui, et on va être géré par la religion, ou on va revenir à être une deuxième fois un État civil. Et je pense que le peuple a fait son choix, qui était très clair pour tout le monde. Il y avait à ce moment des gens qui voudraient dire que c'était un coup militaire, etc. Mais dans l'histoire, on n'a jamais vu 30 millions de personnes dans les rues dans un coup militaire. Tout ce que l'armée égyptienne a fait, elle a soutenu la volonté du peuple égyptien. Si on aurait continué dans le contexte où on avait jusqu'au 29 juin 2013, on risquait, et déjà ça a été commencé, on risquait par être géré par le plus connaisseur ou connaissant dans la religion. Il n'y a rien de mauvais dans la religion. La religion est une chose très importante pour tout le monde. Et les Égyptiens, coptes ou musulmans, ils ont un foi très fort et ils sont vraiment tous des croyants. Mais il y a une très grande différence de choisir quelqu'un pour gérer le pays qui est un travail qui a besoin de certaines capacités qui n'est pas nécessairement les mêmes capacités que quelqu'un a besoin pour gérer un mosque ou une église. Et on a vu tout ce qui s'est passé et comment on a vu l'Iran et les défis qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils sont partis en guerre contre l'Israël et comment il était tout à fait ouvert. Et je ne veux pas répéter la situation parce que tout le monde est très au courant de ce qui s'est passé là-bas. Mais gérer un pays, c'est un travail très différent d'être un cheikh ou un prêtre. Et
amalgamer les deux, c'est énormément dangereux, je pense, pour le futur des deux. C'est pas seulement l'état civil, mais aussi la religion, parce que, et je l'ai vu, parce que moi j'ai vécu en Iran pour un peu de temps pour du travail. Les gens, à ce point, ils perdent la distinction entre la religion et le gouvernement. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ils deviennent anti-religion. Et c'est très dangereux. Oui, en Iran, les gens de l'Iran parce que les frères musulmans avaient un projet de transformer l'Égypte comme un pays islamique comme l'Iran. Chiite ou sunni, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est la philosophie de l'État. Oui. Donc, est-ce que c'est une État civil, démocratie, on a des défis et tout le monde a des défis. Même aux États-Unis, il y a des défis. Même en Inde, il y a des défis. Partout dans le monde, il y a des défis. Mais la philosophie de l'État, est-ce que c'est la religion? On va devenir une théocratie ou on essaye de partir dans la direction d'un État civil normal, avec ses défis, avec des économies et tout ça. Et je pense vraiment que l'identité égyptienne était menacée. Une deuxième fois, je me rappelle cette image me reste beaucoup dans la tête. Les danseurs du ballet qui étaient en train de performer dans la rue parce qu'ils ne voudraient pas être niés leur droit de pratiquer leur art, si vous voulez. Moi, j'aime pas le ballet comme choix personnel, mais ça me donne pas disons le pouvoir, ou c'est pas assez raison, parce que moi j'aime pas ça, c'est pas mon goût personnel, que j'arrête ce genre de performance. Ok, la culture égyptienne a beaucoup de dimensions. On ne peut pas supprimer 80% de ces dimensions et se focaliser seulement dans la dimension religieuse. Tout ce qui veut être religieux, il est le bienvenu, il peut faire ses prières comme il veut. Mais on ne peut pas devenir, la religion ne peut pas devenir une obligation et vous devez pratiquer. Je vais vous interrompre, on a une petite pause et puis on va continuer. Bien sûr. Relancer l'industrie nationale s'impose comme la solution la plus durable pour redresser l'économie égyptienne. Pour réaliser cet objectif, l'Égypte a mis en œuvre une stratégie étalée sur 3 phases, à court, moyen et long terme. L'État a lancé plusieurs zones industrielles intégrées dans différentes régions du pays, comme la zone économique du canal de Suez, qui attire des investissements locaux et étrangers grâce à ses incitations fiscales, sa logistique avancée et son emplacement stratégique. Les zones industrielles égyptiennes sont considérées comme des moteurs clés du développement économique, l'attraction des investissements et le soutien de la croissance industrielle dans divers secteurs. Ces zones fournissent des infrastructures modernes et des services intégrés pour soutenir les processus de fabrication et les industries diversifiées. En ce qui concerne le développement de l'industrie locale et la réduction des importations, le gouvernement a adopté une politique de substitution des importations en soutenant la production locale dans des secteurs clés comme les matériaux de construction, l'électroménager, le textile et les produits pharmaceutiques, afin de réduire la dépendance au marché étranger. Pour encourager un investissement industriel, l'Égypte a modernisé ses lois sur les investissements, simplifié les procédures administratives et lancé la carte d'investissement industriel afin de faciliter l'obtention de terrains industriels et de licences. Cela a contribué à l'augmentation notable du nombre de projets industriels enregistrés.
Parallèlement, l'État modernise les infrastructures industrielles. Les zones industrielles ont été réhabilitées et étendues avec des réseaux d'électricité, d'eau, de routes et de services numériques. Par ailleurs, plusieurs complexes industriels ont été inaugurés, notamment dans les secteurs du textile, du cuir, de la chimie et de l'agro-industrie. L'État s'oriente vers une industrialisation durable, avec la promotion de projets respectueux de l'environnement, l'utilisation d'énergies renouvelables dans les usines et l'adoption de technologies propres. L'État soutient aussi les petites et moyennes entreprises. Les PME ont en effet bénéficié d'un appui renforcé à travers des programmes de financement, de formation technique et d'intégration dans les chaînes de valeur industrielle. La Banque centrale d'Égypte et les agences spécialisées ont joué un rôle clé dans ce domaine. Les exportations industrielles ont connu une hausse notable, notamment dans les domaines du textile, des engrais, des produits chimiques et des produits alimentaires transformés. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour ouvrir de nouveaux marchés en Afrique, en Europe et en Asie. L'État a accordé une importance particulière au développement du capital humain industriel. Des centres de formation technique et professionnelle ont été créés ou modernisés pour former une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins du marché du travail industriel, en partenariat avec le secteur privé. Grâce à ces réformes et investissements, le secteur industriel égyptien est sur la voie de la transformation vers une économie plus productive, compétitive et exportatrice. Ces efforts s'inscrivent dans la stratégie nationale Vision de l'Égypte 2030, visant à renforcer la place de l'Égypte comme un hub industriel régional. Voilà, Monsieur Ahmed Lessi Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Voilà, on vient de suivre un reportage qui parle du développement dans le secteur industriel après le 30 juin 2013, bien sûr. Mais tout d'abord, je voudrais parler de l'état économique du pays avant le 30 juin et après. Les deux voies sont très liées. Oui. Premièrement, je pense que le président Sisi a pris des décisions qui étaient énormément courageuses. Tout simplement, on a fait, et on peut toujours dire qu'on a fait comme État, si vous voulez, ou comme politique, que c'était en 1977, janvier 18 et 19, quand on a pris une décision de bouger un peu le taux de change. Malheureusement, la plupart connaissent l'histoire, mais il y a aussi les jeunes qui peut-être ne savent pas de cette période. Malheureusement, c'était au temps du président Sadat, et à cette période-là, il a pris la décision de subventionner le taux de change. C'était en 1977. Et on sait tous ce qui s'est passé après, et puis on a eu le président Moubarak presque de 30 ans et un peu plus. Dans toute cette période, l'État égyptien était en train de subventionner le prix du livre égyptien. Ce qui voudrait quoi? Ce qui voudrait dire que le livre égyptien, comme valeur, n'avait pas cette valeur, ce n'était pas une valeur réelle. Et la différence entre la valeur réelle, qui n'est pas statique, hein, c'est en train de changer pour presque 40 ans, et c'était en train de diminuer vis-à-vis le dollar ou l'euro ou n'importe quelle autre monnaie. Et on a toujours essayé de garder un prix stable et fixe comme ça, et par subvention. Cette subvention venait des budgets où on pouvait utiliser ça pour accélérer l'industrie, accélérer le service médical et l'éducation. Donc, tous les biens de l'État partaient dans cette direction. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que c'est beaucoup moins cher d'importer
n'importe quoi à partir de la Chine ou à partir de n'importe où que le fabriquer localement. Et on se rappelle tous qu'on avait une industrie automotive qui était un peu jeune, mais quand même c'était impossible de faire la concurrence autant que la monnaie était subventionnée, parce que c'était aussi simple que c'est beaucoup moins cher d'importer, je ne sais pas, une voiture de luxe qu'une voiture moyenne qui était fabriquée en Égypte. Et là, on a dû fermer cette usine. Cet État ne pourrait pas continuer, parce que c'était presque une chute libre. Mais bien sûr, changer, c'était pas facile, et surtout, c'était pas vraiment populaire, mais le président Sisi a pris une décision énormément courageuse où il a libéré le taux de change, qui voudrait dire que la livre égyptienne approche, jusqu'aujourd'hui, approche sa valeur réelle. Et ce qui veut dire que maintenant, et c'est seulement maintenant dans ce contexte qu'on peut avoir une industrie locale. Oui. Parce que quand on était, disons, grosso modo, on parlait d'une valeur de 5 livres, aujourd'hui c'est 50, et on n'est pas, je pense moi personnellement, comme une opinion personnelle, qu'on n'est pas à 100% du valeur du vrai valeur, mais on est beaucoup mieux. Donc c'était, la subvention était 1 à 10. C'était impossible d'avoir une industrie locale. On ne pourrait pas, parce que n'importe quoi qu'on importait était 9 fois moins cher si on le fabriquait localement. Donc, on peut être... Logiquement, on peut pas. Logiquement, mais on peut dire oui, on est patriote, mais à 10 fois le prix, personne ne va acheter quelque chose local seulement parce que c'est local, et à 10 fois, ça coûte 10 fois. Donc là, on a... L'administration du président Sisi maintenant est en train d'attaquer la vraie racine du problème. Oui. Et c'est seulement quand on attaque la racine qu'on peut arriver à une solution. Mais malheureusement, ces choses ne sont pas rapides. Ça va prendre quelques années. C'est pas immédiat, parce que c'est un changement dans l'économie, attirer les investissements. Ça prend du temps. Et un modus operandi qui est tout à fait différent de comment on faisait les choses avant et comment on va les faire. Mais au même temps, ce qu'on est en train de faire, on est en train de générer d'opportunités de travail, parce qu'on a des jeunes qui sont en train de sortir sur le marché du travail chaque année. Et dans l'ancien système, parce qu'on n'avait pas d'industrie, donc on n'avait pas de travail pour ces jeunes. Donc là, qu'on est en train de créer une base industrielle, qu'on va avoir besoin des jeunes qui viennent travailler, donc le chômage va être réduit et ça va rouler. C'est une transition, c'est dur, parce que je dis, c'est exactement, c'est comme un cocotte à vapeur qui a été suppressé pour presque 40 ans. Et maintenant, on est en train d'ouvrir. Bien sûr, il va y avoir un peu je ne veux pas dire choc, mais, le changement, c'est assez sévère. Mais on est en train de faire la bonne chose. C'est comme une opération médicale. Ça fait un peu mal, mais on doit faire cette opération pour éradiquer la maladie ou la cause du problème. C'est difficile, mais on va arriver, au moins aujourd'hui, on est sur la bonne voie, dans la bonne direction. Avant, honnêtement, économiquement parlé, c'était pratiquement impossible. Ça, c'est concernant l'industrie, que vous avez bien expliqué l'importance de prendre des mesures vraiment très importantes. Si on parle de l'agriculture, on a vu avec la guerre de l'Ukraine, avec les problèmes de transport, etc. Alors, où on est, qu'est-ce qu'on a réalisé dans ce domaine? Dans l'histoire de l'Égypte, c'était le source de grains pratiquement du monde. Ouais. On était en train de multiplier la population. Au temps du président Nasser, c'était 20 ou 22 millions.
dans les années jusqu'à 1970. Aujourd'hui, on est plus que 110. Donc on est multiplié par 5. Ce qu'on avait, c'était toujours la même surface agriculture. On a amélioré, la façon avec laquelle on travaillait dans l'agriculture, mais on est beaucoup plus efficace aujourd'hui, mais quand même, c'est 5 fois la population. Donc, on a, et c'est une des choses que j'aime beaucoup avec la façon de président Sisi, il fait ce que les Américains disent comme une stratégie think big, pense grand. Donc ce n'est pas une question d'améliorer à 10%, 5%. On a 2 projets qui sont énormes. Un, c'était le projet du Toshka qui à un moment donné qui a été pratiquement arrêté. Donc on l'a revitalisé et maintenant on est en train d'opérer là-bas. Et la nouvelle Delta, que je pense que ça va être un changement énorme pour le pays. Si on regarde un peu une deuxième fois l'économie égyptienne, on va voir que il y a une pression énorme sur le prix pression énorme sur la demande de devises internationales pour l'importation du blé. On est le plus grand importateur du blé dans le monde. Lorsque on est un pays de taille moyenne, on n'est pas l'Inde, on n'est pas la Chine, on n'est pas l'Indonésie, on n'est pas Pakistan, on est un pays de taille moyenne. Pourquoi nous sommes le plus grand importeur? Parce que notre contribution de blé, surtout local, est minime. Et on n'était pas en train de faire quelque chose vraiment pour augmenter cette contribution. Là, c'est en train de changer. Ce projet est un projet énorme. Je pense que ça va changer énormément la façon avec laquelle l'Égypte fait son agriculture. Et là, une deuxième fois, ça va relâcher la plupart de la pression qu'on a sur la demande pour la devise pour acheter du blé pour le peuple. Donc on va être ici et on ajoute à ça les risques qui sont un peu inattendus, quelque chose comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, les 2 pays étaient le numéro 1 et numéro 2 fournisseurs du blé pour le marché égyptien. Et on a vu le prix flamber, c'est pratiquement doublé ou même un peu plus. Et en même temps, il était les 2 fournisseurs, grands fournisseurs ou utilisateurs du tourisme en Égypte. Donc on a pris le coup 2 fois pour une raison qu'on n'a rien à faire avec. Okay, c'était une guerre très loin de nous pour des raisons qu'on n'est vraiment pas impliqué du tout. Mais alors, là... je vais passer à un autre sujet, c'est ce qui concerne les nouvelles villes. C'est-à-dire, on a vu vraiment un élargissement de construction partout avec des nouvelles villes. De toute façon, on va voir un petit reportage qui parle de ce sujet et puis on commente. C'est pour répondre à la demande croissante de logements, pour réduire les effets négatifs de la croissance urbaine non planifiée et pour fournir un logement adéquat à chaque citoyen que l'État a mis en place un plan de développement urbain en proposant différents modèles de logement. Objectif, permettre à tous les citoyens, qu'ils soient à revenus limités, moyens ou élevés, de bénéficier de ce plan de développement. Ce plan, à multiples objectifs, vise à faire progresser le processus de développement urbain et à doubler la superficie urbaine en élargissant notamment la création de nouvelles villes intelligentes et durables. Le plan de l'État comprend environ 31 nouvelles villes pour doubler la surface habitée de l'Égypte, distribuée dans toute la République. En tête des villes de 4e génération figure la nouvelle capitale administrative. Construite sur une superficie de 170 fedans,
Ce projet gigantesque, durable, qui répond aux normes technologiques mondiales, offre d'importantes opportunités d'investissement interne et externe, allège la pression sur les gouvernorats densément peuplés, notamment le Caire, et présente de nouvelles opportunités de travail pour les jeunes. Plus de 100 institutions gouvernementales et des ministères se sont déplacées à la nouvelle capitale qui héberge actuellement plus de 40 000 employés. Sur la même voie, l'État a lancé une nouvelle génération de nouvelles villes et de centres urbains régionaux sur la côte méditerranéenne, en annonçant en mars 2018 la création de la nouvelle ville d'El Alamein. Cette ville est considérée comme l'un des modèles civilisationnels les plus importants et l'une des destinations touristiques et culturelles mondiales. D'autres projets de nouvelles villes durables ont été lancés, notamment Toshkent, l'est de Port Saïd, la nouvelle ville de Sheikh la nouvelle ville de Mansoura, Hadai October et autres. Parmi les nouvelles villes aussi figurent El Galala, la nouvelle ville de Luxor et la nouvelle ville d'Assouan, chacune avec des plans de développement uniques. Elle s'aligne sur les objectifs de la vision 2030 de l'Égypte, contribuant au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie. Ces villes sont envisagées comme des modèles de développement urbain durable, attirant les investissements et promouvant les pratiques écologiques. Parallèlement à la construction des nouvelles villes intelligentes, l'État a également franchi des pas importants en termes de construction des logements sociaux. Au cours des 10 dernières années, l'État a construit 630 500 unités destinées aux citoyens à revenus limités. Afin d'assurer un plan de développement urbain global, l'État s'est également lancé dans la lutte contre les bidonvilles et les zones dangereuses, en établissant un plan global pour le développement des bidonvilles et en offrant des emplois aux habitants de ces quartiers. Alors, M. Ahmed Delessi Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, la vision 2030 de l'État vise un développement durable à travers la diversification économique, le développement social, avec un rôle essentiel confié aux nouvelles villes intelligentes pour atteindre ces objectifs. Parlez-nous de ces villes. Je pense très rapidement que si on se rappelle tous des bidonvilles qui existaient un peu partout en Égypte, juste avant la révolution de 23. Donc là, on a vu un changement qui était énormément important sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est la dignité de l'être humain égyptien. Donc, quand il vivait, et on avait des films à l'époque, la quantité de misère, la pauvreté et le danger, les menaces étaient énormes. Donc là, on est en train de les mettre dans des endroits qui sont très vivables, très humains. Ça, c'est la première, très rapidement. La deuxième, j'aime bien écouter, il y a un monsieur, c'est un général de la police qui a pris sa retraite, il travaille dans les drogues, anti-drogues, et il est en train de dire des histoires qui sont énormément intéressantes. Et les choses qu'il raconte, quand il y avait des dealers du drogue dans ces endroits, c'est énorme. Ouais. Les crimes que étaient en train de se passer dans les bidonvilles sont énormes. Et là, on a éradiquer toute cette histoire. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième axe. J'aimerais bien terminer notre émission avec un autre sujet, tel le Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a assisté aujourd'hui à la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne.
La 4e conférence internationale sur le financement du développement, FFD 4, représente une opportunité unique de réformer le financement à tous les niveaux, y compris en donnant une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale et de relever les défis qui freinent l'investissement urgent nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. La conférence FFD4 se tient au Palais des Expositions et des Congrès à Séville du lundi 30 juin au 3 juillet. Ces conférences internationales sur le financement du développement constituent le seul forum où les dirigeants de tous les gouvernements, ainsi que les organisations internationales et régionales, les institutions financières et commerciales, les entreprises, la société civile et le système des Nations Unies se réunissent au plus haut niveau et renforcent ainsi la coopération internationale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli assiste à cette conférence internationale en Espagne, accompagné de la ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Rania El-Mochat, et du ministre des Finances, Ahmed Koujouk. La FFD4 se déroule dans un contexte tendu. L'aide publique au développement diminue en raison des crises successives et de nouvelles priorités budgétaires. En parallèle, de nombreux pays du Sud sont accablés par une lourde dette, limitant leur capacité à financer leurs services publics. Les tensions se sont accentuées depuis le retrait des États-Unis qui refusent de soutenir certaines propositions, notamment sur le climat, l'égalité de genre et la réforme des banques multilatérales. Plus de 200 organisations non gouvernementales et individus exhortent les dirigeants à s'engager en faveur d'un programme de transformation lors de cette conférence. La conférence décennale de Paris 2002 à Addis Abeba en 2015 vise à réformer l'architecture financière mondiale pour combler le déficit de financement estimé à 4 milliards de dollars par an et nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. La FFD4 cherche à consolider le Compromiso de Séville, un plan politique de 38 pages souhaitant renforcer la fiscalité mondiale, lutter contre la dette et soutenir l'adaptation climatique. M. Madbouli prononce un discours lors du lancement de cette conférence, une plateforme opérationnelle mobilisant gouvernements, institutions et sociétés civiles autour de projets congrès. Il prend également part à de plus larges discussions avec les représentants des pays présents. Ils vont explorer de nouvelles pistes, entre autres prélèvements sur la pollution, taxes sur les ultra-riches, clauses spéciales de suspension de dette et utilisation des fonds FMI. L'Égypte cumule une dette extérieure de 35% du PIB et a lancé en mars 2025 une stratégie nationale de financement intégré. Cette stratégie vise à mobiliser de nouvelles ressources financières pour soutenir les priorités en matière de développement. Pour y parvenir, elle se fonde sur plusieurs outils tels que la combinaison des financements publics et privés ou la création d'obligations liées au développement durable. Fin de cette édition, je voudrais remercier notre invité, M. Ahmed El-Yassine Nassif. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Très très bonne soirée et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.